Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15 et en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Nous allons consacrer cette émission au retour des populations dans les territoires contaminés par la catastrophe nucléaire de Fukushima. Alors pour en parler avec nous, en direct du Japon, Cécile Azanuma-Brice, qui est chercheure associée à la Maison franco-japonaise de Tokyo, spécialiste en sociologie urbaine. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il est un peu tard pour vous. Et en fait, vous vous intéressez à la situation des personnes qui sont depuis 3 ans en relogement provisoire, officiellement 160 000 personnes, mais peut-être qu'on va voir que ce nombre a été minimisé. Et puis vous vous préoccupez aussi de dénoncer l'incitation qui est faite depuis mai 2013 aux gens qui ont été déplacés de revenir en territoire contaminé. Donc peut-être qu'on peut commencer par un état des lieux de ce qui se passe. Combien de personnes là sont à peu près dans des situations de précarité là, enfin on peut le dire depuis 3 ans, et puis voir comment le gouvernement japonais incite, enfin je pourrais dire même le lobby nucléaire international incite les populations à revenir en zone contaminée. Combien de personnes? Il est un peu difficile de vous répondre étant donné que les chiffres avaient été déjà très largement sous-estimés puisque le système d'enregistrement des personnes fonctionnait assez mal puisque les gens qui souhaitaient partir devaient aller s'enregistrer d'eux-mêmes à la préfecture du département de Fukushima pour dire qu'ils s'en allaient. Donc autant vous dire que les 3/4 des personnes ne l'ont pas fait, d'autant que ça engendrait pour eux la perte de droits. Donc ce chiffre de 160 000 personnes réfugiées, donc c'était 100 000 à l'intérieur du département et puis 60 000 à l'extérieur. Aujourd'hui, on parle plus de 150 000, 140 000. À dire la vérité, on ne sait pas véritablement. Et puis, quelque part, se noyer dans les chiffres n'amène pas à grand-chose finalement. Et ce qui m'intéresse plus, moi, aujourd'hui, c'est vraiment de mettre le doigt sur tout le système du mensonge, tout le système politique qui a été mis en place pour amener à appliquer des décisions qui ne sont pas fondées sur la protection des personnes, mais qui sont fondées sur la volonté d'application de décisions politiques. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on est rentré dans le monde des croyances, en passant de politiques très concrètes, de la décontamination à la politique de communication sur le risque. Ce qui m'a interpellée, c'est que parmi les plus grands paradoxes qu'on a pu voir après l'explosion de la centrale de Fukushima, se trouve certainement en première position la multiplication des accords internationaux en matière de nucléaire entre la France et le Japon. Vous avez eu de nombreuses informations sur ce point en France, plus spécifiquement les accords entre Areva, Mitsubishi, etc., pour la construction de nouvelles centrales, et tout particulièrement en Asie.
au même moment, dans une phase de préparation, je remonte un petit peu en arrière, en novembre 2012, s'est tenu à Fukushima un énorme colloque qui réunissait des représentants des pays du monde entier afin d'y promettre le développement de centrales qui seraient mystérieusement désormais sûres et sans danger. Donc ces personnes se sont dit que finalement elles allaient réutiliser la catastrophe pour construire un modèle qui répondrait désormais clairement. Excusez-moi Cécile, on vous a perdu pendant un petit moment. Donc on en était à un modèle qui répondrait désormais, et là je vous ai perdu. Oui. Alors on va peut-être remonter un peu en avant pour... C'était sur la conférence de novembre, et puis voilà, créer un modèle. J'ai pas perdu le fil. Donc la situation de catastrophe est réutilisée pour mettre en place un modèle qui servirait de solution pour les autres catastrophes. Donc c'est assez pervers ce système, parce que ça veut dire que toute situation catastrophique, on va dire, est remise dans la boucle, et puis finalement, on va s'en servir à profit. Donc la décision politique de poursuivre et de développer l'énergie nucléaire était prise clairement pour le Japon à but militaire, puisque on a montré qu'il ne s'agissait pas de nécessité de production d'énergie, parce qu'on l'a répété plusieurs fois, le Japon était en surproduction considérable concernant l'énergie, et tout est désormais mis en place pour que cette décision soit appliquée. Donc, principalement, on peut lire 2 voies qui ont été ouvertes pour cela. La première, ça a été d'abord mettre fin à l'incident de Fukushima au plus vite et au moindre coût. Et puis la seconde, c'était de réduire la sévérité de la situation aux yeux de tous et utiliser la situation de Fukushima comme un terrain d'entraînement, donc comme je le disais, pour développer ce nouveau modèle donc, de gestion du désastre. Dans les faits, comment ça se traduit ? En gros, il y a eu 3 phases, une par an, qui correspondent à 3 phases de mise en œuvre de cette politique. La première a consisté à rassurer la population afin d'éviter de trop grands mouvements de population, justement, qui auraient été bien trop coûteux, puisque là semble être la motivation principale. Et donc, pour cela, le gouvernement a utilisé des mesures d'abord très concrètes, extrêmement visibles. Il s'est agi d'abord de la décontamination, dont on a preuve maintenant de l'inefficacité, de l'impossibilité de sa mise en place. Il s'est agi de l'installation des postes de mesure trafiqués pour que les chiffres apparaissent moins élevés que la réalité. Donc tout ça, ça rentre aussi dans la mise en place du mensonge. Il s'est agi de la sous-estimation, on en parlait, du nombre de réfugiés. Il s'est agi aussi de la mise en place d'une politique de relogement extrêmement contraignante, puisque dans un premier temps, la totalité du parc de logements vacants publics avait été ouvert sur l'ensemble du territoire national. Et puis, il a été fermé le 28 décembre 2012 pour ouvrir uniquement à la gratuité les logements vacants dans le département de Fukushima. Donc ça a été la première mesure de rappel pour contraindre les gens à retourner vivre dans le département de Fukushima. Ça a été aussi, par exemple, le rallongement de la durée du relogement dans les cités de logement provisoires, qui sont, pour la plupart, je le rappelle, sur les zones contaminées. Alors à ce sujet, il y a eu un article assez récent, le 15 mars, un article de la NHK, qui a mis en évidence le fait que 36% des personnes âgées qui vivent actuellement dans ces logements provisoires sont atteintes de symptômes de démence, de sénilité précaire, qui les amènent au suicide. Mais c'est pas grave, on continue, toujours dans la même lancée. La deuxième phase, ça a été d'établir
et de mobiliser des outils conceptuels cette fois. Ça correspond à peu près à ce qui s'est passé en 2013, qui a été l'année de la résilience. On en a beaucoup parlé, on en parle toujours beaucoup. Pour être extrêmement brève, la résilience, c'est un concept qui nous vient de la physique, qui désignait au départ la capacité d'un matériau à retrouver sa forme initiale après un choc. Ça a été réutilisé en psychologie, et là il s'agissait de surpasser des traumatismes afin de continuer à vivre. Donc il ne s'agit pas... Oui, alors on vous a reperdu, désolé, afin de continuer à vivre. Donc cette fois il s'agit par contre de la résistance du corps humain aux radiations. Autant vous dire que c'est absolument impossible. Donc, ça signifie concrètement que la plupart des budgets de recherche en sciences humaines et sociales notamment étaient donnés aux études sur ce concept de résilience. Et même le livre blanc du ministère de l'Enseignement et de la Recherche japonais en 2013 était intitulé « Toward a Robust and Resilient Society ». Donc, tout de suite, je me suis interrogée de savoir pourquoi, pour qui et par qui cette notion de résilience était-elle appliquée et dans quel but? Et qu'est-ce que ça signifiait de proposer ces outils comme conceptuels tels que la résilience, que ce soit conceptuellement ou pratiquement? Alors que la majorité de la population évoque le fait de pouvoir se réfugier, pas du tout d'être résilient tant psychologiquement que physiquement, et ne peut mettre en place son refuge car le système d'aide pour cela est inexistant. Donc on les met dans une espèce de sens unique, si vous voulez, où ils ne peuvent échapper. À cette période est apparu un discours assez étrange selon lesquels les gens se suicidaient parce qu'ils étaient séparés de leur pays natal. Mais à aucun moment il a été mentionné la possibilité que ces dépressions puissent être la conséquence de l'impossibilité de pouvoir sortir des zones contaminées. Ils continuent sur leur lancée. On arrive à la 3e phase en 2014 et cette fois, on entre dans la phase de communication sur le risque. Donc, ce qu'on peut voir dans cette analyse chronologique, c'est que chaque année est un pas supplémentaire vers une plus grande abstraction. Il s'agit toujours de faire croire, donc on est toujours dans la construction du mensonge politique, etc. Croire que l'on veut aider, que tout va bien, mais cette fois en utilisant les techniques de la communication. Ces techniques, on le sait, ont suffisamment fait leurs preuves dans le monde de la consommation, dans le monde de la politique, etc., par le biais de la publicité. On a des spécialistes qui savent parler de ça, et donc on les utilise pour mettre en place tout le système que j'ai évoqué jusqu'à maintenant. Donc, ce qui se passe à partir de ce moment-là, c'est la construction d'une réelle stratégie d'endoctrinement, au sens propre du terme. Hein. Il s'agit donc de faire en sorte qu'il y ait une nécessité, donc qui est et ne peut pas ne pas être, d'accepter la doctrine. Donc, la logique n'est pas de mettre en place une stratégie de protection, de care, comme on aime à le dire aujourd'hui, mais au contraire, il s'agit de prendre comme point de départ la décision politique et de développer une stratégie pour la mettre en place qui pourra éventuellement utiliser le care comme outil. Donc, cette fois, ce qui est élaboré, ça va être d'abord de faire croire que la sécurité est assurée en coupant toutes les informations sur l'état de la centrale par le vote de la loi sur le secret d'État en décembre 2013. Ça va être également
la mesure qui a consisté à rouvrir l'ancienne zone d'évacuation à l'habitat, même si certaines de ces zones sont totalement détruites, ont été totalement détruites par le tsunami et sont toujours en l'état, et que donc rien n'a encore été réparé. Dans les faits, il n'y a donc aucune infrastructure permettant la vie dans ces territoires, et le niveau de radioactivité dépasse de loin les 20 millisieverts par an. Il s'agit également de faire croire qu'il n'y a pas de conséquences sanitaires et ignorer le principe de précaution qui serait d'évacuer toutes les zones au-delà de 1 millisievert par an et non pas d'augmenter à 20 millisieverts par an la dose acceptable, considérant à l'encontre de toutes les recherches épidémiologiques qu'en deçà de 100 millisieverts par an, il n'y aurait pas de conséquences sur la santé. En novembre 2013, ça j'attire votre attention là-dessus parce que il me semble que ça a été une conférence très, très importante qui s'est tenue au département médical de l'université de Fukushima. C'était une conférence sur la communication du risque et la santé, qui avait donc pour but ouvert de chercher des solutions qui permettraient au gouvernement japonais de regagner la confiance de sa population. Cette conférence décrivait clairement la politique qui est appliquée aujourd'hui, chaque jour en 2014. Alors d'abord, par exemple, concernant les questions médicales, j'aime reprendre ces termes d'Hannah Arendt qui appelait ces personnes les experts de la solution des problèmes. Donc, vous me permettrez de reprendre une nouvelle fois cette expression. Les experts de la solution des problèmes, donc, nous expliquaient que les troubles nerveux qui étaient observés, notamment chez les habitants des cités de logement provisoire ou des résidents des zones perçues, entre guillemets, comme contaminées, proviendraient entre autres d'un surplus de protection. Il fallait l'inventer, ils l'ont fait. Donc, par exemple, on a entendu le professeur Hirofumi Mashiko, qui lui est neuropsychiatre au département de médecine de l'université de Fukushima, qui nous explique que le port du masque, les restrictions diverses liées à l'utilisation des cours d'école, des piscines, à la consommation de la nourriture, etc., le tri qui est fait par les parents, seraient autant de mesures stressantes à l'origine des désordres psychiques, notamment chez les personnes présentant des prédispositions aux troubles mentaux. C'était du petit lait. Également, un psychiatre américain, le docteur Craig Katz, qui appartient au National Institute of Radiological Sciences, qui préconise la nécessité de rendre la population mentalement plus saine avant la catastrophe, de manière à ce qu'elle soit mieux préparée lorsque survient cette dernière. Oui, ça c'est totalement terrifiant. Oui, oui. Ça nous rappelle totalement... Alors, il y a 2 ans, quand je faisais mes présentations, j'utilisais beaucoup Hannah Arendt. Maintenant, depuis que le film est sorti, je vous avoue que je me retiens un petit peu. Mais en même temps, ce qu'elle décrit, notamment dans son ouvrage Du mensonge à la violence, c'est exactement ça. La situation de l'Holocauste qui faisait que, à la fois, si ça a pu avoir lieu, c'est parce que personne ne pouvait accepter la vérité, que tout le monde finalement se cachait derrière le mensonge et que même les politiciens ou les psychiatres ou toutes les personnes qui ont participé à la mise en place de ça étaient au départ dans la construction d'un mensonge politique, finalement se sont pris les pieds dans le tapis et ont créé une autre vérité complètement déconnectée de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et je crois qu'on est vraiment là dans cette situation aujourd'hui. En tous les cas, à aucun moment, durant les 4 jours de cette conférence, l'impossibilité de pouvoir partir des zones contaminées a été évoquée. Eh bien, le remède proposé, c'est toujours d'ailleurs, la communication. Donc, il s'agit désormais d'éduquer le petit peuple à l'environnement radioactif, incluant l'organisation de workshops sur la radioactivité
ou sur les risques de cancer pour les élèves des classes primaires des écoles de Fukushima. Alors les workshops, c'est des petits séminaires, hein. Je crois qu'ils appellent ça des séminaires de dialogue. Hein. Oui, des petits ateliers. Justement, voilà. j'allais évoquer tous. Pardon. On est en plein dans les séminaires de dialogue. Et là, en fait, ça porte clairement. Enfin, ce à quoi je fais référence très spécifiquement, donc ça s'est déroulé dans des écoles primaires à Fukushima, ça s'appelle Kids Cancer Workshop. En anglais dans le texte. D'accord. Des ateliers pour les enfants sur le cancer. Enfin, c'est ça. Donc, c'est également le rôle d'Ethos, qui est un dispositif, donc je vous le rappelle, qui a été établi en 1986 à Tchernobyl et puis en 2012 à Fukushima, sous la direction de l'ICRP, donc la Commission internationale de protection radiologique, et qui est coordonné par Jacques Lochard, directeur du CEPN, le Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire. Oui, je vous renverrai pour ça à une émission qu'on avait consacrée, je crois que c'est l'avant-dernière émission qu'on avait consacrée à ces questions-là. Sur la mafia, le lobby international, le lobby nucléaire international. Oui. Donc, les méthodes qu'ils utilisent sont basées sur l'analyse des coûts-bénéfices. C'est bien ça qui pose problème. Les coûts-bénéfices appliqués à la gestion des conséquences en cas de catastrophe nucléaire. Donc, cette méthode est largement utilisée en radioprotection et consiste en une gestion économique, exclusivement économique de la situation. Il est donc nécessaire que la gestion des conséquences soit effective à moindre coût. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie très concrètement que l'on donne un coût économique à la vie humaine. Et que ce calcul accepte donc la perte d'un certain pourcentage de vie afin de rendre la situation d'après-catastrophe économiquement viable. Très concrètement, ça consiste à la mise en place de workshops, je les évoquais, vous les évoquiez aussi, avec un faible nombre d'habitants, à qui l'on apprend à gérer la contamination afin de continuer à vivre dans les terrains contaminés. Or, il est bien évident qu'il est impossible de gérer la vie dans un environnement contaminé. S'il semble qu'on puisse limiter les dégâts par une sélection stricte de la nourriture, par exemple, mais il est improbable de pouvoir échapper aux radiations qui se dégagent quotidiennement de l'environnement. Ça, c'est pas possible. Alors aujourd'hui, on assiste donc à l'application de cette politique de communication que je viens d'écrire par le gouvernement japonais, qui a voté pas plus tard qu'en février 2014 ce qu'il a appelé le Package About Risk Communication Concerning Radioactivity for the Return. Donc, comment on pourrait dire un paquet. Un budget, enfin, il a voté un budget en fait. On va dire un budget sur le risque communication concernant la radioactivité pour le retour. Donc, c'est clair, ce qu'on veut, c'est que les gens rentrent, auquel il dédie un budget de 2,2 milliards de US dollars. Ce budget a été ventilé dans tous les ministères, que ça concerne l'alimentation, l'agroalimentaire, la santé, le ministère de la Recherche et de l'Éducation, etc., etc. Pour continuer à renforcer le contexte, si on peut dire, il y a aujourd'hui un affermissement assez étonnant de la politique de censure. On avait déjà eu un manga qui avait été retiré dans les... et depuis un mois... excusez-moi, Cécile, on va être obligé de refaire une... Parce que là, on a été coupé encore. Donc, j'en étais. J'ai bien vu quand on a coupé. Bon, d'accord, vous y êtes. Donc ça va. Ici. Ok.
Il y a depuis un mois un nouveau manga qui a été censuré, qui s'appelle Oishimbo, qui a été écrit par Tetsuya Kariya, publié par l'éditeur Big Comic Spirit. Si je le cite, c'est parce que c'est un éditeur qui publie des gros mangas qui sont lus par énormément de gens ici. Et dans ce manga, on y voyait notamment l'ancien maire de Futaba, M. Hidogawa, dénoncer les saignements de nez, etc., etc. Donc ça raconte toute l'histoire de la catastrophe et de ses suites. La vente vient d'en être suspendue. Pendant ce temps, que se passe-t-il? Eh bien, par exemple, le 15 mai, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a tellement que je vous avoue que... bon, ça, j'en ai pris un. Le journal Fukushima Minpo nous annonce que 8000 becquerels par litre de tritium provenant du bâtiment 3 de la centrale se sont écoulés dans les nappes phréatiques. 8000 becquerels par litre de tritium, c'est 3 fois la dose maximale qui avait été déjà mesurée le 30 avril 2014, qui était de 2600 becquerels par litre et qui avait généré un scandale assez étonnant jusqu'en France. Par contre, cette fois, les 8000 becquerels, on n'en parle plus. Parce que finalement, il y en a tellement que les gens s'habituent. Les gens, c'est nous, hein, c'est aussi les gens qui se trouvent en France, puisque Fukushima intéresse beaucoup moins, n'est-ce pas? C'est plus dans l'actualité aujourd'hui. Je reviens sur un écrit qui correspond bien à la situation, me semble-t-il. C'est quelques lignes qui ont été écrites par Jonathan Schell, qui, à propos toujours de l'Holocauste, disait « Le mort a été tué une seconde fois par l'oubli. Les totalitaires peuvent gagner du terrain par le biais de leur nouvel art qui consiste à remplacer le monde factuel par un monde factice composé de leurs propres inventions. » Je crois qu'on est en plein dedans aujourd'hui. J'ai pas grand-chose à rajouter à cette phrase, si ce n'est qu'il serait peut-être temps que l'éveil se mette en place. Merci. Moi, je voudrais justement terminer aussi sur quelques extraits du communiqué de presse conjoint franco-japonais qui a été émis à l'occasion de la visite du Premier ministre Shinzo Abe en France, qui était publié en mai 2014. Ce sont des tout petits extraits, mais je pense que ça peut nous faire réfléchir. Cette visite confirme le partenariat d'exception engagé entre les deux pays à cette occasion. Le président Hollande a salué et soutenu la détermination et les efforts du Japon à contribuer à la paix et à la sécurité internationale. Plus loin, la France et le Japon réaffirment leur détermination partagée à poursuivre leur dialogue en matière de désarmement. Les deux pays saluent l'importance de la contribution spécifique de la France en tant qu'État doté, ainsi que celle du Japon aux efforts de désarmement nucléaire. Plus loin, les deux pays renforceront davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines concernant l'énergie nucléaire et se félicitent de l'approfondissement du dialogue à travers le comité franco-japonais sur l'énergie nucléaire. Les deux pays intensifieront leur coopération en matière de nucléaire civil, etc., etc. Sur les, sur le plan industriel, les deux pays approfondiront leur coopération en Turquie et dans d'autres pays tiers par la promotion sur les marchés internationaux du réacteur Atmea, co-développé par les entreprises françaises et japonaises. En outre, dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, les deux pays approfondiront également leur coopération dans le domaine industriel en vue du fonctionnement sûr et stable de l'usine de retraitement de Rochaco, l'équivalent de La Hague. Et, cerise sur le gâteau, concernant le nucléide radioactif dans les produits alimentaires et les fourrages provenant du Japon, le Japon se félicite de la compréhension de la France pour une révision des mesures de restriction de l'Union européenne, fondée sur des données scientifiques et le codex pour les contaminants et les toxines dans les aliments. Donc, nous sommes les complices consentants, pas pour tous,
de ce qui se passe au Japon. Ça, c'est certain. Alors, les deux premiers points évoqués m'amusent presque parce que Oui. le Japon et la France soutiennent tellement la paix et le désarmement que finalement, simultanément à la décision de relance des centrales nucléaires au Japon, eh bien, l'article 9 de la Constitution ici est remis en cause. Cet article qui permettrait donc au Japon, s'il est enlevé, de se doter d'une armée forte et puissante. Par ailleurs, le Japon vient de promettre son soutien à Israël dans sa lutte que l'on connaît. Donc voilà, très bien. Paix et désarmement. Voilà. Et je crois que l'histoire de l'accord pour la remise en fonctionnement de l'usine de Rokasho, est pas tout à fait anodine, puisqu'on sait que ce genre d'usine extrait du plutonium. Hein, voilà. Oui. Bon. Ça, c'était pour... Et puis, sur l'histoire du catastrophisme et de la gestion des risques, et peut-être aussi de faire une distinction entre le risque et le danger. Moi, je vous conseille 2 livres très très bien. Donc, un qui s'appelle Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable de René Rizel et Jaime Semprin aux éditions de l'Encyclopédie des nuisances, Paris 2008. Et puis un petit livre un peu ardu, mais pas très long, pour un catastrophisme éclairé quand l'impossible est certain, de Jean-Pierre Dupuis, 2002, aux éditions du Seuil. Voilà. Et c'est assez éclairant. Puis on vous remercie beaucoup, Cécile, d'avoir été avec nous. Voilà, je vous rappelle que le collectif Antinucléaire 13 a un blog, collectifantinucléaire.wordpress.com. On remercie Sidi à la technique, et puis on vous invite tous pour le 7 juin à une journée de soutien à Radio Galère, à 18h30 à la friche de la Belle de Mai, voilà, pour des concerts et faire la fête. Voilà, dans 15 jours. Merci. Thank you.